Ainsi le soleil semble siéger sur son trône royal, régnant sur sa progéniture, les planètes qui tournent autour de lui. Nicolas Copernic. Et bonjour à tous pour ce nouvel épisode qui a pour thème les trous de verre. Que se passe-t-il si vous tombez dans un trou noir? Bah déjà vous êtes complètement stupide, mais quelle idée aussi de sauter dans un trou noir. Bah, c'est bon. Bon, donc je reprends. Vous tomberez au centre d'un trou noir, et donc au centre de ce qu'on appelle une singularité, où la matière est comprimée jusqu'à atteindre une densité infinie et où la force de gravitation est elle aussi infinie. L'espace devient inférieur à 10 puissance moins 33 cm, la distance de Planck. 33 zéros avec un 1 derrière. Et les événements se déroulent en un temps inférieur à 10 puissance moins 43 secondes. Le temps de Planck, donc 43 zéros avec un 1 derrière. La physique connue, la relativité générale et la mécanique quantique y perd pied. Il faudrait construire une théorie, la gravité quantique, qui serait la combinaison de ces deux théories. Mais le chemin pour parvenir à une telle théorie est encore très long et semé d'embûches. Pourtant, cela n'a pas empêché des physiciens courageux d'utiliser les équations de la relativité générale pour explorer la possibilité d'entrer par une singularité dans un coin de l'univers, en admettant qu'on puisse y accéder sans être immédiatement déchiré par des forces de marée qui ne pardonnent pas trop, puis de ressortir en un autre endroit du même univers par une autre singularité. Ces deux singularités seraient reliées par une sorte de tunnel situé non pas dans l'espace ordinaire, mais dans un hyperespace ressemblant au passage souterrain reliant deux trous que des vers de terre auraient creusés dans le sol, d'où le nom de trou de verre ou wormhole en anglais. Le trou de verre ressemble beaucoup à un trou noir, sauf qu'il ne possède pas d'horizon, qui une fois franchi ne permet pas de rebrousser chemin. Alors que les voyages dans les trous noirs sont strictement à sens unique, les voyages dans les trous de verre peuvent s'effectuer dans les deux sens. Vous êtes libre d'entrer, mais aussi de ressortir, et de communiquer avec le reste du monde si le cœur vous en dit. Les trous de verre n'exercent pas de censure cosmique. Surtout, ils possèdent une propriété extraordinaire qui fait rêver les physiciens et auteurs de science-fiction. Ils permettent de voyager à travers le temps. Entrez dans le trou de verre dans une direction et vous irez dans le futur. Allez dans la direction opposée et vous retournerez dans le passé. Au lieu d'être un spationaute, le trou de verre vous permet de devenir un voyageur dans le temps, autrement dit un chrononaute. Mais ne vous précipitez pas pour acheter des billets. Il reste maints problèmes à résoudre, certains en apparence insurmontables, avant de pouvoir utiliser les trous de verre comme machine à voyager dans le temps. Tout d'abord, comment les fabriquer? Nous savons comment fabriquer des trous noirs, mais quel agent est à l'origine des singularités qui constituent les entrées et sorties des trous de verre? Les lois de la gravité quantique prévoient l'existence d'une mousse quantique dans l'espace qui nous entoure, contenant des singularités à 10 puissance moins 33 cm de taille et à l'existence fantomatique, apparaissant et disparaissant dans des cycles infernaux de vie et de mort d'une durée infiniment brève de 10 puissance moins 43 secondes. De temps en temps, deux singularités s'approcheraient l'une de l'autre et se connecteraient pour former un trou de verre. L'existence de ce dernier ne dépend donc pas de lois déterministes, mais de celle de la probabilité. Une fois un trou de verre créé, comment s'en servir pour voyager dans le temps? Deux barrières se dressent, elles paraissent pour l'instant insurmontables. D'abord, il vous faut agir très très vite, puisque vous n'avez que 10 puissance moins 43 secondes pour vous glisser dans l'entrée du trou de verre et en ressortir. Les voyages par les trous de verre ne sont pas faits pour ceux qui aiment prendre leur temps. Ensuite, puisque l'entrée est infiniment petite, 10 puissance moins 33 cm, il faut trouver un moyen pour l'élargir pour qu'une personne puisse s'y glisser.
les quelques physiciens qui se sont penchés sur ce problème pensent que l'élargissement d'un trou de verre entraînerait l'autodestruction de celui-ci dans une violente explosion. C'est apparemment ainsi que la nature se protège de la non-causalité et du non-sens. En effet, si un être humain pouvait voyager dans le temps et retourner dans le passé, il pourrait en principe empêcher ses parents de se rencontrer, rendre ainsi impossible sa conception et sa venue au monde, ce qui serait absurde. Cette autoprotection contre le non-sens semble pour l'instant se vérifier, comme l'a remarqué très justement le physicien anglais Stephen Hawking, né en 1942. Nous ne voyons pas des hordes de touristes venus vers nous visiter depuis le futur. Ce qui serait le cas si le voyage dans le passé était possible. En tout cas, les voyages à travers le temps par des trous de verre restent pour l'heure du domaine de l'imagination. Mais ceci n'était qu'une des théories. C'est en 1935, par exemple, qu'Einstein et Rosen émirent l'hypothèse qu'en excluant la singularité d'un trou noir et en modifiant légèrement les équations de la gravitation, il pouvait se former un pont entre deux feuillets de l'espace-temps. Ces ponts furent baptisés les ponts d'Einstein et Rosen, mais aucun des deux scientifiques ne voyait comment de tels ponts pouvaient se créer à cause des variations du niveau d'énergie dans l'espace appelées fluctuations quantiques. Pour vous figurer alors le trou noir qui sera alors décrit par cette théorie, imaginez-vous un diabolo. Pas un diabolo grenadine, un diabolo le jeu. D'un côté nous avons un trou noir et de l'autre un trou blanc ou fontaine blanche. Soit un autre trou noir. Mais alors se pose le problème de la façon de ressortir. Bon, les deux objets seraient reliés par un pont d'Einstein-Rosen. Nous avons vu ce qu'est un trou noir, mais qu'est-ce qu'un trou blanc? Un trou blanc, aussi appelé fontaine blanche, est un objet cosmologique encore hautement spéculatif. Ce serait en quelque sorte l'opposé d'un trou noir. Le concept de trou blanc a été proposé pour la première fois en 1964. Les trous blancs font néanmoins l'objet de nombreuses contestations. En effet, si les trous blancs existaient, ils résulteraient en fait d'un transfert de matière. Cette matière, tombée dans un trou noir d'une région de l'univers, se serait déplacée à une vitesse infinie dans une autre région, par l'intermédiaire d'un pont d'Einstein-Rosen. Nous devrions alors supposer que de tels ponts n'ont pas les caractéristiques du temps de notre univers familier, puisque la masse se déplacerait instantanément, alors que la théorie de la relativité interdit à tout objet ayant une masse de se déplacer plus vite que la lumière, soit 299 792 458 mètres par seconde. Une autre hypothèse a été donnée par Carlo Rovelli et Al Haggard, deux physiciens de l'université d'Aix-Marseille. Petit bug de voix. Imaginez, quelque part dans le cosmos, une étoile massive s'effondre sous l'effet de sa propre gravité pour créer un trou noir, un objet incroyablement dense émettant un champ gravitationnel si puissant que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Bon, jusqu'ici rien de bien surprenant, c'est le scénario tout à fait classique de la formation d'un trou noir. Mais ce n'est pas tout, car une fraction de seconde après la création du trou noir, voilà qu'une colossale explosion survint. Cette explosion libère une faramineuse énergie matérialisée par l'émission d'un gigantesque flash lumineux. Le trou noir a explosé, se transformant en quelque sorte en trou blanc. Un destin qui, loin d'être exceptionnel, serait d'après cette théorie celui de tous les trous noirs de l'univers. La partie sur les trous de verre est terminée, mais j'aimerais rajouter quelque chose sur le dernier épisode. Dans le dernier épisode, je ne vous ai pas expliqué comment un trou noir se forme. L'étoile va brûler tout son hydrogène et commencer à brûler son hélium. Elle devient alors une géante rouge. La suite dépend ensuite de sa masse. En dessous de la masse de Chandrasekhar, soit 1,4 masse solaire, le noyau de l'étoile se contracte en naine blanche, sorte de cristal de carbone dû à son incapacité à brûler le carbone formé par la fusion de l'hélium. Celle-ci résiste à l'effondrement gravitationnel grâce à la pression qu'exercent les électrons présents en grand nombre dans le noyau. Mais si l'étoile a une masse supérieure à la masse de Chandrasekhar, alors son noyau se voit renforcé par du fer 56 qui résiste à la pression des électrons. Le noyau s'effondre, ce qui fusionne les électrons et les protons pour former des neutrons. Toutefois, si le noyau ne dépasse pas sous cette forme la limite d'Oppenheimer-Volkoff, située entre 2,4 et 3,2 masses solaires, il y a beaucoup de chiffres. Alors, il se stabilise sous l'effet de la répulsion due à la pression des neutrons et à l'interaction nucléaire forte pour former une étoile à neutrons.
Enfin, si l'étoile de départ dépassait la masse de Chandrasekhar, et que le noyau de fer 56 dépasse la limite d'Oppenheimer-Volkoff, rien ne peut compenser la force gravitationnelle. Le noyau s'effondre alors sur lui-même sans pouvoir être stoppé pour former la singularité d'un trou noir. Bon, cet épisode a été un petit peu fastidieux, il a été en retard, il est un petit peu plus court dans le contenu que j'avais promis par rapport au précédent. Mais le problème a été le nombre d'informations pour faire un épisode assez long et surtout peu complexe. Autrement, il y aurait eu des formules, il y aurait eu beaucoup de choses bien plus compliquées. De plus, il fallait que je finisse de travailler mes TPE. Donc, maintenant qu'ils sont passés, je peux me concentrer pleinement sur mon émission et le prochain épisode sortira normalement le 27 mars, puisqu'il est déjà quasiment écrit et qu'il ne me reste plus qu'à l'enregistrer et à le monter. Le prochain épisode donc sera sur la relativité d'Einstein, donc théorie de 1915. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter, ça me fait plaisir. Et vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, le lien est dans la description. Je n'étais pas très présent au début de la page, puisque Facebook et moi c'est pas une histoire d'amour. Mais je vais essayer de donner le plus d'informations possible sur le déroulement et la création des épisodes. Voilà, sur ce je vous dis à dans 2 semaines à peu près. Allez, salut. And that's all, folks.